participer via les réseaux sociaux. 6 millions de Rwandais sont appelés aux urnes pour élire leurs députés. Un scrutin, il faut bien le dire, sans surprise. Le parti de Paul Kagame, le FPR, est assuré de remporter cette élection et pour cause, il n'a aucun adversaire politique. Ses seuls opposants sont en exil ou emprisonnés. Sur la scène intérieure, le président connaît de nombreux succès, on en parlera dans ce débat, mais sur la scène diplomatique, il est en difficulté. Pour les Nations Unies, je le rappelle, Paul Kagame est accusé de soutenir les rebelles du M23 qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo, des hommes accusés d'exécutions sommaires, d'enrôler des enfants soldats ou encore de violer des femmes. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de punir Bachar el-Assad, c'est ce qu'affirment en tout cas les chancelleries occidentales, mais Paul Kagame, faut-il le punir? Eh bien, on en parle ce soir dans le débat avec vous, monsieur l'ambassadeur Jacques Kavalet, bonsoir. Vous êtes ambassadeur du Rwanda en France. Faustin Twagiramungu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Initiative du Rêve rwandais. Vous étiez Premier ministre de 1994 à 1995 et on dit aujourd'hui bien que vous êtes l'un des principaux opposants au président rwandais Paul Kagame. Florent Gel, bonsoir. Vous êtes directeur du bureau Afrique de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Et puis avec nous, Antoine Glaser, bonsoir, journaliste, Bonsoir. écrivain, auteur de Sarko en Afrique, et c'est aux éditions Plomb. On va tout de suite partir à Kigali, où l'on retrouve notre envoyée spéciale Stéphanie Braqueux. Stéphanie, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement comment s'est déroulée cette journée de vote ? Et écoutez, dans le calme, je me suis rendue dans les bureaux, dans certains bureaux à 18h, le comptage des voix était déjà fini, et sur les affiches correspondant aux listes de partis ou aux candidats indépendants, sans surprise, le FPR était largement en tête. Selon le président de la commission électorale, on peut espérer des résultats provisoires d'ici minuit. Le scrutin s'est déroulé sans problème. Peu d'observateurs des partis politiques que j'ai pu voir, et quand j'ai pu les voir, ils appartenaient tous au FPR. Les gens sont fortement exhortés à aller voter ici, et même dans les bureaux de vote, des chansons en Kinyarwanda appelaient à se lever tôt, à ne pas oublier sa carte d'électeur, et c'était diffusé très fort, sans interruption, pendant toute la journée. Dans chaque bureau, il y avait des policiers. Vous savez que vendredi et samedi, 2 grenades ont explosé, faisant 2 morts dans un marché très fréquenté de Kitsukiro, dans les environs de Kigali. Alors un parti d'opposition, un des 3 qui présentait des candidats, le PS Imberakuri, a affirmé que certains de leurs militants, dans 2 districts, avaient été empêchés de voter par des représentants de la commission électorale. Et le secrétaire exécutif de la commission, que je viens de joindre par téléphone, a déclaré n'avoir pas encore reçu d'informations à ce sujet et qu'une commission était de toute façon chargée d'enquêter sur les plaintes, sur d'éventuelles irrégularités pendant le vote. Merci beaucoup Stéphanie Braqueux, envoyée spéciale de France 24 à Kigali. Faustin Twagiramungu, quelle crédibilité accorder aujourd'hui à ce scrutin? Je pense que le reportage vient de l'affirmer. Si le parti FPR sort majoritaire sans qu'il y ait un opposant, c'est bien entendu que le FPR va gagner haut la main avec un pourcentage excessif. J'ai toujours dit que le système chez nous, c'est plutôt un système qui tend vers un certain stalinisme. C'est un parti unique, mais qui a des petits partis qui sont des branches et qui fonctionnent sous un système qu'on appelle le forum de partis. Donc le FPR s'est imposé depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Donc cette élection, pour moi, n'aurait même pas eu lieu au sein d'un parti unique. Pourquoi une élection? Pour tromper l'opinion internationale et aussi faire une liaison pour qu'il y ait des aides. Il faut absolument que les élections se passent. Mais je fais remarquer ceci. Ce que souvent, il y a des observateurs occidentaux, pour ainsi dire, et qui n'ont jamais contesté d'une façon claire que ces élections ne se sont pas bien passées. Et je ne vois pas pourquoi ils devraient assister à ces élections quand ils savent qu'il n'y a pas
d'autres partis politiques pour s'opposer. On se rappelle en tout cas lors de la dernière élection présidentielle que Paul Kagame avait été élu avec plus de 90% des suffrages, 93% des suffrages. Jacques Caballet, est-ce que cette élection est une farce? En effet, les partis qui se présentent sont des partis qui appartiennent à la coalition de Paul Kagame, et on dit que ce ne sont pas de vrais partis d'opposition et que les opposants, eux, sont en prison. Et je pense notamment à Victoire Ingabire, qui a été emprisonnée en octobre dernier, condamnée à 8 ans de prison. On n'a pas le droit à la parole quand on est homme politique et opposant au président Kagame? Je crois que c'est méconnaître le Rwanda. Les faits sont là. Je crois qu'il y a plus d'1 millier d'observateurs étrangers. Votre reporter de Kigali vient de montrer que l'élection s'est faite dans le calme, que la population a répondu massivement et que cela se fait avec enthousiasme. Personne n'est forcé. Je crois que la question est mal posée. Les élections, s'il y a la réponse massive, c'est parce que la population reconnaît dans le parti, le parti majoritaire, le parti qui a Il y a un président qui est élu, pardonnez-moi, en 2010 avec 93% des suffrages. Enfin, dans aucune démocratie, on voit un président élu avec un tel résultat. C'est pour ça qu'on a peut-être des doutes. Je crois qu'il n'y a pas lieu de doute. La participation un mot en sur Europe, Victoire. La participation déjà aux élections en Europe souvent varie autour de 40 à 50%. Et vous vous rappelez que même en France, il y a eu le président Chirac avait été élu à près de 70%. Oui, mais là, c'était une élection très particulière. C'était en 2002. Il y avait le Front National, Jean-Marie Le Pen, donc, qui était au second tour de cette élection. Et donc, c'était un vote de barrage, donc une élection très particulière. Et c'était pas avec 93% malgré tout des suffrages. Oui. Un mot sur Victoire, parce que je dois donner la parole à Florent Gel et à Antoine Glaser, sur Victoire Ingabire, qui est opposante, présidente des Forces démocratiques unifiées, une vraie opposante au président Kagame, qui a été condamnée en octobre dernier à 8 ans de prison. Une réaction quand même à cette condamnation de cette femme qui est opposante et qui aujourd'hui est en prison? Absolument. Cette femme a été condamnée en ayant utilisé toutes les voies de défense possibles. Elle a été condamnée pour quoi? Elle a été condamnée pour des faits qu'elle avait commis, notamment constitution d'un groupe armé à l'étranger. Il y a pas mal de faits, je n'ai pas tous les faits en tête, mais je crois que la réponse de la population dans les élections prouve que la population a foi ou a confiance dans ses dirigeants. C'est pour ça qu'elle répond massivement aux élections et c'est pour ça qu'elles choisissent leurs dirigeants. Florent Gel, c'est un pays est-ce qu'on peut dire que c'est un pays qui est dirigé d'une main de fer, que c'est un pouvoir autoritaire? Oui, c'est un pouvoir qui est autoritaire, mais avec une spécificité très particulière due au génocide. Il y a eu une sorte de consensus forcé qui fait que la gestion très directive et qui devient aujourd'hui autoritaire de Paul Kagame au Rwanda n'a pas été remise en cause pendant des années du fait de la nécessité de reconstruire le pays et de fait les succès économiques sont là. Il y a des succès aussi politiques incontestables. Le Parlement qui va être élu par une loi de parité, c'est le premier Parlement qui compte le plus de femmes au monde. Donc il y a des éléments positifs. Mais pour autant... Une très belle croissance économique, il faut le dire. De chiffres qui tirent toute la région. Vers de chiffres, ouais. Donc c'est très ambigu, mais pour autant, ce miracle économique s'est fait effectivement au détriment d'un certain nombre de libertés publiques et notamment la liberté de parole et la liberté un petit peu politique et la pluralité politique. Aujourd'hui, le régime est très clairement à la croisée des chemins et doit absolument se libéraliser pour pouvoir continuer, doit se démocratiser totalement pour pouvoir pour éviter l'instabilité que cette vision autoritaire de l'État était censée porter. Et donc maintenant, c'est très clair. L'affaire de Victoire Ingabire en a été un des déclencheurs, mais il y en a d'autres. Il y a la question de la presse, il y a aussi la question de la justice. Bref, aujourd'hui, il y a des victoires, mais c'est absolument paradoxal. Et je crois que c'est un moment important pour le Rwanda pour
totalement et concrètement se démocratiser. Et pour ça, il est évident que les élections présidentielles en 2017 vont être un enjeu fondamental, puisque théoriquement, Paul Kagame n'a pas le droit de se représenter. On verra, mais c'est pas tout à fait clair encore ce qu'il dit, Absolument. ce qui arrive très souvent sur le continent. Antoine Glaser, c'est un personnage ambigu, Paul Kagame. Enfin, il est tout sauf ambigu. Il est très clair. C'est un homme extrêmement autoritaire. Là, il montre à quel point il est fort et puissant. C'est-à-dire, c'est pas une élection, c'est ce qu'on peut appeler un exercice de style démocratique. Ça veut dire, effectivement, vis-à-vis de la communauté internationale, on organise comme ça une journée. Il faut rappeler que cette journée a été déclarée fériée. Ça veut dire, les gens ne travaillent pas. Il y a une très forte pression pour que les gens aillent voter massivement. Donc c'est un exercice de style démocratique, comme on sait le faire, comme ça se fait de plus en plus sur le continent africain. Un certain nombre de chefs d'État savent très bien maintenant gérer leur opposition. Ils savent très bien, pour avoir effectivement la manne financière de l'extérieur, dire on fait des élections, mais il faut voir les conditions de ces élections. Il faut voir vraiment, est-ce qu'il y a vraiment le droit d'expression. Au bout d'un moment, je veux dire, c'est une élection qui est organisée pas vraiment. Il n'y a aucune opposition. On parle d'un parti libéral, un parti social-démocrate dont les dirigeants sont eux-mêmes. Mais est-ce que la population aime Paul Kagame? Oui, parce que ça, il faut quand même le dire, parce qu'en effet, il y a une très belle croissance économique, les femmes sont représentées. Là, on parle de l'aspect politique, c'est-à-dire que le côté. Est-ce que c'est une démocratie? Non, c'est un régime extrêmement autoritaire, mais c'est un régime avec cet autoritarisme qui a réussi à avoir une stabilité économique, on a dit, avec une croissance absolument incroyable. Quand vous allez à Kigali, il n'y a pas un papier qui traîne par terre. C'est un des rares pays du continent où il y a une lutte terrible contre les plastiques, contre les plastiques sont maintenant interdits parce que c'est vrai que ça pollue l'ensemble du continent africain, les grandes villes. Donc je veux dire, c'est un régime autoritaire, mais c'est une croissance extrêmement importante, mais il y a un tournant, et je suis d'accord, un tournant au niveau de cette fameuse communauté internationale, avec, on le verra dans la deuxième partie, les problèmes chez le voisin en République démocratique du Congo. À ce moment-là, les grands soutiens de Paul Kagame, après le génocide, qui sont les anglo-saxons en général, c'est-à-dire les Américains et les Britanniques, commencent à prendre leur distance quand ils voient ce qui se passe en République démocratique du Congo. Paul Kagame veut absolument avoir dans le pays voisin une profondeur stratégique. Ça veut dire être l'homme d'influence, pas simplement dans son pays, mais dans toute la région. C'est une armée très puissante, 30 000 hommes, et il devient vraiment l'homme fort de la région. Et je veux dire, là, encore une fois, c'est un exercice aussi. Il va y avoir une démonstration d'une élection en ordre, bien cadrée, bien propre, etc. Mais je veux dire, avec une économie qui fonctionne, mais il a absolument besoin d'être influent sur l'ensemble de la région pour son économie, pour son influence régionale. Alors je vous propose d'écouter Paul Kagame. Voilà ce qu'il répond aux organisations justement des droits de l'homme, et notamment à Human Rights Watch ou encore la FIDH, je prolongeais. C'était en juillet 2012, c'était à notre confrère Marc Perelman au micro de France 24. En Afrique, personne n'est populaire avec son peuple. Si vous l'êtes, vous êtes un dictateur. Être populaire, c'est donc une chasse gardée des pays développés. Les autres, quand ils sont populaires, ce sont des dictateurs. C'est ainsi que les médias voient les choses, et c'est comme ça. Alors cela flirte avec le racisme? Cela flirte avec tout ce qu'il y a de mauvais. Jacques Kagame, finalement, Paul Kagame joue un peu sur la fibre africaniste, nationaliste, alors que les droits de l'homme, la liberté d'expression, ce sont quand même des valeurs universelles. Oui, absolument. L'africanisme, je peux dire que le président Paul Kagame est un africaniste. Je peux assurer que la population du Rwanda aime son président, pour la simple raison qu'il a changé. Il a arrêté le génocide déjà, mais aussi il a changé la qualité. Il a donné une meilleure qualité de vie aux citoyens. Et contrairement à ce qu'on dit, le Rwanda est un pays où on s'exprime librement. Dans la constitution du Rwanda, nous avons des mécanismes qui permettent justement à la population de s'exprimer, pas via le Parlement, comme cela se fait partout ailleurs, ni au niveau des partis politiques, mais également
au travers d'autres mécanismes qui permettent à la population directement de s'adresser au président, sans détour, aux journaux et à la presse de pouvoir... Malheureusement, cette presse est souvent en Kinyarwanda, et tout ça est accessible au Rwanda. C'est le pays des droits de l'homme, Faustin Touarega Mungu. Écoutez, franchement, hein, moi je pense qu'il faut dire la vérité. Nous ne sommes pas ici pour raconter des histoires. Développement économique, le président est aimé par son peuple. C'est quoi ces histoires-là? Le développement économique, c'est une réalité quand même, il y a des chiffres. Oui, mais écoutez, depuis 1973, il y a eu un coup d'État du président Habyarimana. Depuis lors, les médias, toutes les capitales occidentales ne faisaient que dire que M. Habyarimana est le premier en Afrique à avoir donné un développement à son pays. Aujourd'hui, on répète la même histoire, sous prétexte que, voilà, Kigali a plus de plastique, tout est nettoyé, etc. Je ne crois pas qu'il y ait eu quelque chose d'ajouté, exception faite peut-être de la propreté. Le développement du Rwanda ne s'est pas fait depuis que Kagame est au pouvoir, entendons-nous. Kagame n'a pas trouvé le Rwanda dans l'état où ce pays se trouvait du temps de la monarchie, disons en 1959 ou 60. Alors, pour les droits de l'homme, le 30 juin de cette année, Kagame a tenu un discours inacceptable. Il a dit, le droit de l'homme, je m'en fous, l'espace politique, je m'en fous, la démocratie, je m'en fous. Tout cela ne peut pas s'appliquer dans mon pays. C'est quel genre de pays ça? Le pays appartient au peuple rwandais, pas au président Kagame. Quant à être aimé par son peuple, on est forcé, bien entendu. On est forcé de l'aimer. Qu'est-ce que vous voulez? Il s'impose, souvent par la violence. Le Rwanda étant un peuple, tout simplement, qui accepte son pouvoir depuis des siècles. Être dans l'oppression, on l'assume. Mais nous voudrions qu'aujourd'hui, au début de ce siècle, il y ait absolument, au moins, un petit espace pour que les gens puissent s'expliquer. Florangel. Pour les journalistes, Madame Agnès se trouve toujours en prison. En prison, elle est malade, elle peut même mourir aujourd'hui. Pour quelle raison? C'est comme Madame Ingabire. Madame Ingabire, quel crime a-t-il commis pour qu'elle soit condamnée pendant 8 ans? Vous parlez d'être associé aux malfaiteurs ou aux combattants qui sont au Congo. Ils ont tout simplement dit qu'ils n'étaient pas contactés par cette dame-là. Nous demandons qu'elle soit relâchée. Allez, Florangel. Vous rentrez dans l'affaire Ingabire, c'est autre chose, mais je crois qu'il faut changer l'analyse des grilles de lecture concernant le Rwanda. C'est pas ou tout dictateur, ou tout démocrate, etc., etc. Il y a eu un consensus après le génocide qui a été de dire il faut reconstruire, et pour reconstruire, il faut un homme fort. Kagame a été cet homme fort, mais aujourd'hui, on arrive à la fin de ce processus. Parce que la stabilité ne peut pas se faire au détriment des libertés publiques. On a des organisations membres au Rwanda qui sont des organisations de défense des droits de l'homme indépendantes qui aujourd'hui ont été démantelées. C'est déjà passé par le passé. Il y a toujours un balancier entre une possible liberté d'expression et un contrôle. Pour la presse, c'est pareil. La presse n'est pas complètement aux ordres, mais elle est très fortement influencée, ce qui fait qu'en fait, elle est un petit peu aux ordres. Et donc, on est toujours dans cette affaire de balancier, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que la stabilité ne peut pas se faire toujours au prix du verrouillage. On l'a vu avec les Ben Ali, on l'a vu avec les uns avec les autres, qui étaient des remparts contre ci, contre ça, qui développaient l'alphabétisation. Mais aujourd'hui, il faut absolument des libertés publiques, sinon cette stabilité, ce développement démocratique ne sera pas durable puisqu'à un moment, les gens doivent s'exprimer. C'est les droits universels que vous évoquez. Les droits de l'homme, eux, sont bafoués, mais un président qui traverse bien aujourd'hui des difficultés diplomatiques, et notamment sur le plan régional. Le Rwanda est accusé notamment par les Nations Unies de soutenir la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors je vous propose ensuite d'écouter Paul Kagame sur ces accusations, un sujet qui irrite le président rwandais, comme l'a constaté Marc Perelman, qui l'a interviewé en juillet 2012 au micro donc de France 24. Paul Kagame.
Je ne sais pas et je m'en fiche. N'en faites pas mon problème, s'il vous plaît. Faites-en un problème congolais ou un problème de la communauté internationale. On ne devrait pas me poser des questions tout le temps sur le Congo. Allez, parlons du Rwanda maintenant, s'il vous plaît. Voilà, et ce tweet d'un internaute, les langues se délient, le monde découvre peu à peu la vraie face de Paul Kagame. Antoine Glaser, pourquoi une telle nervosité de la part du président rwandais sur ce sujet ? Pour, à mon avis, la principale raison, c'est qu'on dit que ce sont les Nations Unies, les rapports des Nations Unies qui accusent le président Paul Kagame de soutenir le mouvement rebelle du M23, qui est un mouvement congolais. Et malgré des tas de négociations entre le gouvernement central congolais et ce mouvement rebelle, ça n'a pas abouti. Et bien sûr, c'est à sa frontière. Il faut comprendre aussi que Kinshasa est à des milliers de kilomètres du Kivu, que l'influence de Paul Kagame dans cette région est absolument importante. Il est très agacé parce que ce n'est pas simplement les Nations Unies, cette fameuse communauté internationale. Les Américains, pour la première fois au mois de juillet, les Américains qui ont toujours été principal soutien de Paul Kagame, a dit qu'il fallait arrêter qu'ils soutiennent le M23. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, très récemment, il y a une résolution en même temps française mais américaine qui demandait à ce que le Rwanda soit, qu'il y ait deux chefs de ce mouvement rebelle du M23 qui soient condamnés. Et le Rwanda est actuellement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez, vous avez des permanents et vous avez des pays qui tournent. Et il a refusé la condamnation de ces commandants du M23. Donc, je veux dire, ça montre bien aussi que la patte, je veux dire, du Rwanda, l'influence du Rwanda. Et il faut savoir que pour le Rwanda, ça, je veux dire, ça, en se faisant l'avocat du diable, il considère qu'il y a aussi le FDLR, le Front démocratique de libération du Rwanda, qui sont les Rwandais qui veulent attaquer le Rwanda. Et à ce moment-là, il a toujours justifié ça en disant, voilà, moi je soutiens un mouvement rebelle contre rebelle. C'est une vraie menace ? Non, c'est pas une menace. Franchement, compte tenu de la puissance maintenant militaire du Rwanda, c'est pas une vraie menace. Le problème du Congo, c'est pas le problème du Congo, c'est que le Congo ne contrôle pas son pays, ne contrôle pas ces zones du Kivu. Vous vous rendez compte que la principale opération de maintien de la paix des Nations Unies, ça se trouve au Congo, il y a des dizaines de milliers d'hommes. 20 000 hommes. 20 000 hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Les gens, les femmes continuent à être violées, ça continue à être un désastre absolument humanitaire. Oui, parce que ça, il faut humanitaire. le dire quand même, Antoine Glaser, parce qu'aujourd'hui, tous les médias ont les yeux rivés sur la Syrie, sur ces 100 000 morts, plus de 100 000 morts en Syrie, qui est terrible. Mais là, on parle de millions de morts dans l'est de la RDC. Et c'est un conflit aujourd'hui oublié, il faut le dire. Mais non seulement c'est un conflit oublié, et c'est un conflit, en fait, personne n'a envie de s'en mêler, parce qu'encore une fois, comme ce qui a été dit, c'est vrai que Paul Kagame, du fait du génocide, bon, la communauté a considéré que finalement, dans le bordel ambiant, finalement, en ayant un Rwanda fort, ça allait stabiliser toute la région. C'était ça l'idée. Et on voit que non, malheureusement, à tel point d'ailleurs que le problème de l'Est du Congo, c'est qu'on a dû créer au sein des Nations Unies une force d'intervention pour suppléer l'armée congolaise qui n'arrivait même pas à tenir son territoire. Deuxième élément important concernant l'Est du Congo, c'est que le Congo regorge de ressources naturelles. Le coltan notamment. Le coltan qui est dans Mais tous nos vous pouvez nous dire portables. Ce que c'est, voilà, pour nos téléspectateurs. C'est un métal rare que l'on trouve à 85% au Congo. 85% des ressources mondiales sont situées au Congo, dans les différentes régions du Congo. Et c'est absolument nécessaire dans tous les téléphones portables, par exemple, et dans les technologies de haute précision. Forcément, ça devient un enjeu mondial. Et cet enjeu mondial, avec toutes les complicités, il n'y a pas que le Rwanda, il y a les autorités locales et nationales congolaises. Les multinationales aussi, on dit des multinationales, parce que ça aussi on les oublie. Finalement, les Occidentaux condamnent, mais... Comment se fait-il qu'on extrait du coltan à l'est du Congo de façon illégale et qu'on le retrouve dans nos portables de façon légale? Ça veut dire qu'il y a une chaîne de responsabilité dans laquelle toutes les autorités, quels qu'elles soient les pays, quel que soit leur degré de responsabilité, joue et retire de l'argent. Et donc, en plus de la profondeur stratégique dont parlait Antoine Glaser tout à l'heure, ce besoin pour le Rwanda d'avoir une profondeur stratégique pour garantir sa sécurité, cette question des ressources naturelles est aussi au sein même du conflit. Mais comme je le disais tout à l'heure, la question démocratique est exactement la même chose d'un point de vue militaire. Ce qu'on permettait de faire au Rwanda en termes militaires à l'est du Congo, et aujourd'hui n'est plus permis, et donc la déstabilisation que cela engendre dans la question politique à l'est du Congo
est aujourd'hui insupportable puisqu'on a des millions de morts et que cette politique là n'a produit que de l'instabilité. Donc aujourd'hui, il faut absolument restabiliser l'Afrique centrale. Je crois que... Pourquoi le Rwanda, pourquoi Paul Kagame ne lâche pas cette rébellion du M23? La question est très mal posée. Le Rwanda ne soutient pas le M23. L'ONU dit le contraire. L'ONU, ce n'est pas la première chose. Nous savons comment l'ONU a toujours réagi Donc, face ce que vous nous dites, c'est que l'ONU ment. L'ONU ment. Mais l'ONU retournons-nous dans l'histoire. Regardons en 1994, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que c'était un génocide qui se faisait aux yeux et au su de tout le monde? Pardonnez-moi, répond Jacques Kagame, ambassadeur du Rwanda en France, sur le soutien du régime de Paul Kagame à la rébellion du M23. C'est en tout cas ce que dit l'ONU et vous démentez toujours ce soir. Absolument. Il n'y a pas de soutien du Rwanda au M23. C'est un amalgame qui est fait depuis longtemps entre les populations rwandophones du Congo et les Rwandais du Rwanda. Nous savons d'où est venu ce problème. Il y a la période coloniale, il y a le partage de l'Afrique, il y a en 1920 le partage de la distribution du gâteau, je dirais, allemand perdu. Mais là, vous nous faites l'histoire du Rwanda. On ne peut pas comprendre. Pardonnez-moi, il y a un rapport de l'ONU qui dit aujourd'hui que vous armez, que le régime de Paul Kagame arme les rebelles. Ce qui est complètement faux. Vous dites que c'est faux. Un mot? Oui. Quand même, je pense qu'il faut dire la vérité ici. Depuis 1996, M. Kagame, le président du Rwanda, a toujours voulu pénétrer au Congo. D'abord, pour détruire les camps de réfugiés, et en plus pour massacrer au moins 300 000 Rwandais réfugiés. Et les FDLR? Attendez. Deuxièmement, oui, FDLR, c'est notre question. Je crois que le plus gros, c'était ramener les réfugiés au Rwanda. Les FDLR, c'est les milices Hutus, on le rappelle pour nos téléspectateurs. Oui. De toute façon, je pense que la question du FDLR est très importante, mais, entre guillemets, je vous rappelle, 2012, l'armée rwandaise, en association avec l'armée congolaise, sont allés chasser les FDLR. Et l'armée rwandaise est rentrée en applaudissant, voilà, nous les avons chassés. Et ces gens-là sont toujours là. C'est étonnant. Deuxièmement, 17 000 soldats des Nations Unies sont au Congo. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont qu'à chasser les FDLR. Troisièmement, nous avons constaté qu'en 1998, il y a eu M. Kabarebe qui s'est planté à Kinshasa comme chef d'état-major des forces armées congolaises. Il y a des intérêts. Pas seulement l'Occident, mais le régime de Kigali aussi, et en particulier le président Kagame, qui a des liens avec des lobbies, des sociétés internationales qui sont intéressées aux matières premières du Congo. Donc il ne s'agit pas tellement du FDLR et puis de dire la stabilité dans la région, la stabilité au Rwanda. Qui ont été ramenés du Congo, le monsieur Twagiramungu n'en parle pas. Les 3 millions de Rwandais qui étaient au Congo, réfugiés, pris en otage par les FDLR, vous n'en parlez pas, c'est étonnant. Et qui aujourd'hui sont au Rwanda, et ce sont ceux-là qui reconstruisent le Rwanda. 3 millions, vous voulez dire quoi sur 3 millions? Mais ce sont des faits. 3 millions, mais avant de faire entrer les réfugiés, il faudrait faire rentrer le FDLR, d'abord. Et pas en faire un prétexte pendant 20 ans. Vous avez tout à l'heure posé une très bonne question en parlant des MONUSCO qui n'arrivent pas à le faire. Il faut laisser les Congolais avec quel pays, le Congo, et occupez-vous du Rwanda pour y assurer la sécurité, la démocratie. Il n'y aura pas de sécurité au Rwanda tant qu'il y aura les FDLR en RDC. Allez, Antoine Glaser, peut-être pour vous. Ce qui est vrai, c'est que c'est très difficile de faire un débat sur le Rwanda si on ne parle pas du Congo. Je veux dire, s'il y a le problème, c'est aussi un problème congolais. Je veux dire, c'est pourquoi le Congo n'arrive pas à contrôler le Kivu. Il y a un problème aussi d'État congolais, etc. Donc, c'est vraiment difficile de parler du Rwanda sans parler du Congo. En fait, le problème, le débat central, c'est vraiment le Kivu. Ça veut dire à la frontière entre les deux pays et l'influence du Rwanda dans toute la région. Oui, avant l'arrivée au pouvoir du président Kagame, le Congo était un pays tranquille. Je vous propose, avant de nous quitter, d'écouter Paul Kagame. Il en est à son 2e mandat. En fera-t-il un 3e? Eh bien, en juillet 2012, c'était en juillet 2012, il affirmait que non. J'ai un pays désormais, ce que je n'ai jamais eu dans ma vie. Du moment où j'ai un pays stable, qui se développe, j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai aucune inquiétude.
J'ai une ferme quelque part où je pourrais dormir, lire, écrire et prendre du plaisir. Jacques Kagame, c'est sûr, il ne se présentera pas en 2017. Hein. Nous avons une constitution. D'accord. Le Rwanda s'est doté d'une constitution. Eh ben, nous respecterons la constitution qui a été établie par la population.